Aujourd'hui, nous nous penchons sur une histoire qui montre à quelle vitesse un mariage de 15 ans peut s'effondrer lorsqu'une personne confond sécurité et faiblesse. Ce qui commence par une confession sur la découverte d'une âme sœur devient un cours magistral sur les conséquences. Et les leçons ici sont celles auxquelles tout le monde devrait prêter attention. Plongeons-nous dans le sujet. Ma femme m'a dit qu'elle avait trouvé son âme sœur un mercredi soir, et je n'ai même pas scié. Nous étions mariés depuis 15 ans, ensemble depuis le milieu de notre vingtaine. Et elle était là, assise en face de moi à la table de la cuisine, rayonnante comme si elle venait de découvrir le feu. Il est authentique, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton haletant qu'elle a lorsqu'elle est excitée par un nouveau studio de yoga ou une application de méditation. L'argent ne signifie rien pour lui. J'ai juste souri, hoché la tête et je suis monté à l'étage comme si j'allais me coucher. Au lieu de cela, je me suis assis au bord de notre matelas, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé 3 instructions très précises par SMS à mon avocat, Maître Morel. Clôturer immédiatement ses lignes de crédit, arrêter tous les paiements pour l'établissement de soins de la mémoire de sa mère. Confirmer que la maison est un bien propre, acheté avant le mariage. Ensuite, j'ai éteint la lumière et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Laissez-moi revenir en arrière car cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, même si cela ressemblait au dernier domino qui attendait de tomber depuis des années. Je suis Marc, 41 ans, et je travaille comme monteur de ligne pour la compagnie d'électricité. Cela signifie que je grimpe au poteau pendant les tempêtes, que je fais des quarts de nuit lorsque les transformateurs explosent et que je rentre à la maison couvert d'une crasse qui ne part pas facilement. C'est un travail dangereux, le genre où l'on est toujours à une erreur de devenir une statistique. Mais ça paie bien. Vraiment bien. Assez bien pour que, ces 12 dernières années, ma femme Sophie n'ait pas travaillé un seul jour. Assez bien pour que j'ai acheté notre maison comptant avant même que nous soyons mariés, un 3 pièces dans un quartier décent avec un jardin et un garage pour 2 voitures. Assez bien pour que je couvre chaque facture, chaque course, chaque passe-temps aléatoire qu'elle commence et abandonne en 3 mois. Assez bien pour payer 4 200 € chaque mois pour les soins de sa mère à la résidence Les Chênes, un établissement privé avec de vraies infirmières et des programmes de thérapie, pas un mouroir public offrant le strict minimum. Sophie a 39 ans et elle est belle de cette façon naturelle qui laisse supposer aux gens qu'elle a sa vie en main. Elle fait du yoga chaud 3 fois par semaine, a une garde-robe remplie de lululemons et parle couramment le langage des légendes Instagram sur le soin de soi et la recherche de son moi authentique. Depuis 12 ans, son travail consiste à se trouver elle-même. Elle a essayé la photographie, puis la poterie, puis le coaching de vie sans aucune certification réelle, puis quelque chose impliquant des cristaux sur lequel j'ai arrêté de poser des questions. Ça ne me dérangeait pas au début parce que je pensais que nous construisions quelque chose, un partenariat où je gérais la pression financière et elle gérait tout le reste. Sauf que tout le reste n'a cessé de rétrécir jusqu'à ce que ce ne soit plus que son propre emploi du temps et ses propres intérêts. Les signes ont commencé modestement, comme c'est toujours le cas. De nouveaux amis que je n'avais jamais rencontrés. Un intérêt soudain pour les galeries d'art, ce qui était drôle car elle n'avait jamais mentionné l'art auparavant, sauf pour dire que les musées étaient ennuyeux. Elle a commencé à s'habiller différemment, non pas pour moi, mais pour chaque fois qu'elle sortait, ce qui est devenu 2 ou 3 soirs par semaine. Son téléphone est devenu le prolongement de sa main, toujours face contre terre sur le comptoir. Toujours en train de vibrer avec des messages qui la faisaient sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Je ne suis pas idiot, et je ne suis pas du genre jaloux, alors je n'ai pas immédiatement sauté aux conclusions. J'ai juste arrêté de poser des questions et j'ai commencé à être attentif. Voici quelque chose que j'ai appris à la dure, quand quelqu'un arrête de s'en soucier, si vous remarquez son changement de comportement, c'est qu'il a déjà décroché émotionnellement. Puis est venue la nuit qui a tout changé. J'avais fait un double quart de travail parce qu'une tempête avait coupé le courant dans la moitié du département, 16 heures d'affilée sous une pluie verglaçante. Et je suis rentré à la maison en espérant peut-être un peu de sympathie ou au moins un repas chaud. Au lieu de cela, Sophie était assise dans le salon avec cette énergie, cette excitation nerveuse, comme si elle m'attendait. Elle m'a demandé si nous pouvions parler, et j'ai su tout de suite ce qui allait arriver. Je me suis assis, toujours avec mes bottes de travail, et elle m'a parlé de Bastien. C'est un consultant créatif, quoi que cela veuille dire, et ils se sont rencontrés lors du vernissage d'une galerie où sa nouvelle amie l'avait traîné. C'est arrivé comme ça, a-t-elle dit, comme si elle avait trébuché et était tombée dans l'intimité émotionnelle. Nous nous sommes connectés à un niveau profond, spirituellement, tu sais ? Je ne savais pas, mais j'ai hoché la tête.
Elle a continué, parlant de la façon dont Bastien la comprend, à quel point il est authentique et naturel, et tous ces mots qui signifiaient essentiellement qu'il n'était pas moi. L'argent ne signifie rien pour lui, a-t-elle répété comme si c'était censé m'impressionner. Il vit dans ce minuscule appartement et fait de l'art et il est juste si réel. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté ni exigé qu'elle parte ou tout ce genre de choses dramatiques qu'on voit dans les films. J'ai juste demandé si elle prévoyait de me quitter pour lui et elle a eu ce regard, moitié coupable et moitié agacé, comme si je passais à côté de l'essentiel. Je ne sais pas, a-t-elle dit. J'avais juste besoin d'être honnête avec toi sur ce que je ressens. Elle voulait la permission. J'ai réalisé qu'elle voulait que je lui donne ma bénédiction pour explorer cette chose avec Bastien tout en gardant tout le confort et la sécurité que je fournissais. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre. Et elle semblait sincèrement penser que je resterais assis là à accepter la situation. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous avoue quelque chose de terrible et s'attend à ce que vous le remerciez pour son honnêteté? Alors, je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir, je l'ai embrassé sur le front comme si rien n'avait changé, et je suis monté à l'étage. C'est là que j'ai envoyé un SMS à Maître Morel, mon avocat, un type avec qui j'avais travaillé quand j'ai acheté la maison et établi mon testament il y a des années. 3 instructions simples. Envoyé à 23h42. Clôturer les cartes de crédit conjointes dont elle est utilisatrice autorisée. Arrêter tous les paiements à la résidence Les Chênes. Expliquer que je ne suis plus financièrement responsable. Confirmer la maison comme bien propre. Acheter 2 ans avant notre mariage. Il a répondu dans les 5 minutes avec un seul mot, fait. Puis il a enchaîné en demandant si je voulais le rencontrer vendredi matin et j'ai dit oui. Sophie pensait que j'étais en train de digérer la nouvelle, peut-être même de me rallier à sa perspective éclairée sur l'amour et les âmes sœurs. Elle m'a souri le lendemain matin autour d'un café, m'a lancé ce regard reconnaissant comme si j'étais si mature et compréhensif. Elle n'avait aucune idée qu'au moment où elle s'était réveillée, son filet de sécurité avait déjà commencé à disparaître. Les cartes de crédit conjointes où elle était utilisatrice autorisée étaient déjà gelées. L'appel à la résidence Les Chênes avait déjà été passé, les informant que je ne serais plus responsable des soins de Madame Martin et qu'il devait contacter la famille immédiatement pour le paiement du la semaine suivante. La maison dans laquelle elle vivait gratuitement depuis plus d'une décennie était légalement confirmée comme étant la mienne et la mienne seule. Achetée 2 ans avant même notre mariage. Je suis allé travailler ce matin-là comme si c'était un jour comme les autres. J'ai grimpé au poteau, réparé des lignes, je suis rentré épuisé. Sophie était sortie, probablement avec Bastien, se sentant probablement comme si elle s'était enfin libérée de la cage qu'elle imaginait être notre mariage. Je me suis fait à dîner, j'ai regardé un peu la télé et je me suis couché tôt. Vendredi allait être intéressant, et je voulais être reposé pour ça. Elle pensait avoir trouvé son âme sœur, quelqu'un d'authentique qui ne se souciait pas de l'argent. Cela allait être testé d'une manière qu'elle ne pouvait pas imaginer. Parce que quand vous passez 12 ans à ne pas travailler et à ne rien construire par vous-même, l'argent compte soudainement beaucoup. Elle souriait ce soir-là, pensant que je comprenais, pensant que j'allais simplement accepter cette nouvelle réalité qu'elle avait décidée. Elle n'avait aucune idée que son filet de sécurité disparaîtrait en quelques jours. Et honnêtement, j'ai dormi comme un bébé sachant ce qui allait arriver. Remarquez comment les drapeaux rouges n'étaient pas nouveaux. Ils étaient là depuis des mois. La leçon clé ici est que se protéger légalement n'est pas vindicatif. C'est nécessaire lorsque quelqu'un vous montre qu'il est prêt à utiliser vos ressources tout en explorant d'autres options. La documentation et la préparation comptent plus que les réactions émotionnelles. Vendredi a commencé normalement pour moi et c'est apparemment terminé dans le chaos complet pour Sophie, bien que je n'ai appris les détails que bien plus tard. Je suis allé travailler à 6 heures du matin, j'ai passé 8 heures à remplacer des isolateurs sur une ligne de transmission, et je suis rentré vers 16 heures pour trouver 19 appels manqués et une douzaine de SMS, tous de ma femme. Je n'ai pas écouté les messages vocaux tout de suite parce que je savais déjà ce qui s'était passé, et honnêtement, je voulais d'abord prendre une douche. Quand je me suis finalement assis avec une bière et que j'ai appuyé sur lecture, la progression était presque divertissante. Le premier message était confus, demandant pourquoi sa carte de crédit avait été refusée dans un restaurant du centre-ville. Le deuxième était agacé, disant qu'il devait y avoir une erreur avec la banque. Au 9e message, elle pleurait. Au 14e message, elle criait. L'incident du restaurant est arrivé au moment parfait, totalement imprévu par moi, mais magnifique dans sa simplicité.
Sophie avait emmené Bastien déjeuner dans un endroit branché avec de petites assiettes et de gros prix, essayant probablement de lui montrer qu'elle avait des ressources, qu'elle n'était pas juste une femme au foyer faisant une crise de la quarantaine. La carte a été refusée devant lui, devant le serveur, devant d'autres tables qui ont certainement remarqué. Elle a essayé de sortir une autre carte du même compte. Même résultat. Bastien a apparemment proposé de payer, ce qu'il a fait, mais on pouvait entendre dans sa voix à quel point c'était humiliant. Cet artiste authentique qui ne se souciait pas de l'argent a dû la sauver d'une facture de déjeuner de 65 €. Et quelque chose à propos de ce moment a semblé changer les choses entre eux, bien qu'elle ne l'ait pas dit directement. La vraie panique est venue de l'appel qu'elle a reçu environ 2 heures plus tard. La résidence Les Chênes ne plaisante pas quand il s'agit de paiement, et leur service de facturation est impitoyablement efficace. Ils ont appelé Sophie directement puisque je leur avais donné son numéro comme contact d'urgence familiale lorsque je les ai informés que je n'étais plus financièrement responsable. La femme au téléphone était polie mais ferme, expliquant que le paiement de 4 200 € de la semaine prochaine devait être organisé immédiatement, et que si la famille ne pouvait pas s'engager à continuer les paiements, il devrait entamer le processus de transfert de Madame Martin vers un établissement départemental. Sophie a complètement perdu les pédales, d'après ce qu'elle m'a crié plus tard. Elle leur a dit qu'il y avait une erreur, que je payais toujours, que c'était impossible. Ils lui ont dit de contacter le membre de la famille qui gérait les paiements, et c'est là qu'elle m'a appelé 8 fois de suite. J'ai laissé tomber sur la messagerie à chaque fois. Je n'étais pas cruel. J'étais stratégique et il y a une différence. Chaque heure qu'elle passait à paniquer était une heure qu'elle passait à réaliser exactement ce que sa vie coûtait réellement et qui payait pour cela. Quand je l'ai finalement rappelée vers 18 h ce soir-là, elle m'a dit qu'elle était chez Bastien, ce que j'ai trouvé d'un humour sombre. Elle n'a même pas dit bonjour avant de se lancer, exigeant de savoir ce que j'avais fait, pourquoi ces cartes ne fonctionnaient pas, ce qui se passait avec la résidence Les Chênes. J'ai gardé une voix égale, presque ennuyée, et je lui ai dit que je ne couvrais plus ses dépenses et que sa mère était sa responsabilité, pas la mienne. Il y a eu un long silence et puis elle a commencé à pleurer, de vrais pleurs affreux, pas le genre mignon qu'elle faisait quand elle voulait de la sympathie. Elle est rentrée vers 21 h ce soir-là et Bastien n'est pas venu avec elle. Elle est entrée l'air détruite, du mascara partout, et s'est immédiatement lancée dans un discours sur la façon dont je la punissais pour avoir été honnête, comment j'étais vindicatif et contrôlant. Je l'ai laissée parler jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, debout dans la cuisine les bras croisés. Et quand elle s'est enfin arrêtée pour respirer, je lui ai dit la vérité. Je demande le divorce. J'ai dit, tu voulais de l'honnêteté, alors la voici. J'ai fini. Elle a d'abord ri, se son aiguë et incrédule. Et puis elle est devenue méchante. Elle m'a dit que je le regretterais, que son avocat me détruirait, que je lui devais pour 12 ans de mariage. Elle a énuméré tout ce qu'elle pensait mériter, la maison, la moitié de ma retraite, une pension alimentaire, la poursuite du paiement des soins de sa mère. Elle a dit que je ne pouvais pas juste lui couper les vivres, qu'elle m'avait donné les meilleures années de sa vie. Je n'ai pas argumenté parce que discuter avec elle était inutile. Au lieu de cela, je suis monté et j'ai rappelé Maître Morel, lui ai dit qu'elle menaçait d'intenter une action en justice, et lui ai demandé d'accélérer le dépôt de la demande de divorce. Il a dit qu'il aurait les papiers prêts pour lundi et que je devais tout documenter, garder des traces de toutes les communications, et absolument ne pas m'engager émotionnellement quoi qu'elle dise. Le lendemain matin, Sophie était partie avant mon réveil, et j'ai vaqué à mes occupations normalement. J'ai travaillé, je suis rentré, j'ai fait le dîner, j'ai regardé la télé. C'était bizarre à quel point ce n'était pas bizarre, comme si j'avais porté ce poids depuis si longtemps que je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à ce qu'il disparaisse. La vraie bombe est tombée environ une semaine plus tard quand j'ai rencontré Maître Morel et qu'il a fait venir une experte comptable judiciaire nommée Valérie. C'était une femme vive dans la cinquantaine qui avait l'air de pouvoir sentir la tromperie financière à des kilomètres à la ronde, et Maître Morel l'avait engagée pour passer nos comptes au peigne fin. Ce que Valérie a trouvé m'a fait un nœud à l'estomac même si je pensais être prêt à tout. Il y avait une carte de crédit dont j'ignorais l'existence, ouverte au nom de Sophie il y a environ 18 mois. Valérie a expliqué que Sophie avait probablement indiqué les revenus de notre ménage sur la demande, ce qui est techniquement légal pour un conjoint, même si c'est éthiquement discutable lorsqu'on le fait en secret. Le solde était de 10 000 €, et chaque dépense était ce à quoi on pouvait s'attendre, hôtel, restaurant, bijoux, magasin de lingerie. La chronologie ne correspondait pas avec Bastien, cependant. Ces dépenses remontaient à 1 an et demi,
ce qui signifiait que Bastien n'était pas le début. Il n'était même pas le milieu. Il était juste le dernier nom d'un schéma que j'avais été trop occupé à travailler pour remarquer. Valérie m'a expliqué tout cela avec des impressions et des dates surlignées, me montrant des frais dans des hôtels à 20 minutes de chez nous, des réservations de dîner pour deux dans des endroits où je n'avais jamais été, des achats dans des magasins dont je n'avais jamais entendu Sophie parler. Elle a expliqué que le modèle de dépenses suggérait de multiples relations sur une longue période, les charges changeant tous les quelques mois en termes de prix et de lieu, mais maintenant un modèle constant de tromperie. Maître Morel m'a juste regardé, attendant probablement que j'explose ou que je m'effondre, mais je me sentais étrangement calme. Ce n'était plus une trahison. C'était une preuve, et une preuve était quelque chose que je pouvais utiliser. Seriez-vous capable de rester calme en regardant la preuve que tout votre mariage était un mensonge? L'avocat de Sophie a pris contact la semaine suivante. Un type agressif nommé Maître Durand, qui a envoyé une lettre de mise en demeure formelle décrivant tout ce que Sophie voulait. C'était exhaustif. La maison vendue avec un partage des bénéfices à 50/50, la moitié de ma retraite, une pension alimentaire de 2800 € par mois pendant 6 ans, et la couverture continue des frais médicaux de sa mère. La lettre citait ses contributions en tant que femme au foyer, le niveau de vie auquel elle s'était habituée et mes revenus substantiellement plus élevés. C'était écrit de manière professionnelle et complètement déconnecté de la réalité. Maître Morel a répondu avec notre propre lettre, joignant les conclusions préliminaires de Valérie et suggérant une médiation avant que cela ne devienne plus compliqué que nécessaire. Jérôme, mon meilleur ami depuis le lycée, est venu un soir avec une pizza et de la bière, et je lui ai tout raconté. Il n'avait jamais beaucoup aimé Sophie. Il disait toujours qu'elle me traitait comme un distributeur automatique avec un cœur qui bat. Mais il était resté silencieux parce que c'est ce que font les bons amis. Il a demandé si Bastien était toujours dans le tableau, et je lui ai dit que non. Que Sophie n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des jours. Il s'avère que les artistes authentiques qui ne se soucient pas de l'argent ne se soucient pas non plus des factures de maison de retraite à 4200 €, ai-je dit. Jérôme s'est presque étouffé avec sa bière en riant, disant qu'il ne pouvait pas croire qu'elle pensait vraiment que Bastien prendrait le relais. J'ai juste haussé les épaules et je lui ai dit qu'elle avait pensé beaucoup de choses qui ne correspondaient pas à la réalité. La médiation était prévue pour dans 3 semaines, ce qui a donné à Valérie le temps de terminer son analyse judiciaire complète. Elle a trouvé plus de preuves, y compris une autre carte de crédit datant d'il y a 2 ans avec 7500 € de dépenses que Sophie avait remboursées en écrémant notre compte conjoint petit à petit pour que je ne le remarque pas. Elle a trouvé des séjours à l'hôtel, des réservations de dîner, même certains SMS que Sophie avait été assez négligente pour envoyer depuis notre téléphone au forfait familial. Elle a pu identifier certains des hommes grâce aux réservations de restaurants et aux recoupements sur les réseaux sociaux, bien que je lui ai dit que je ne voulais pas de nom. Peu importait qui ils étaient. Ce qui comptait, c'est que je pouvais prouver le schéma. Sophie vivait 2 vies, et l'une d'elles était entièrement financée par moi, pendant qu'elle me mentait en face sur le fait de se trouver elle-même et de chercher une croissance spirituelle et toutes les autres absurdités dont elle m'avait nourri au fil des ans. Bastien n'était pas le début. Et honnêtement, il n'était probablement même pas spécial. Il était juste le premier dont elle avait été assez confiante pour me parler. La première fois qu'elle s'était sentie si à l'aise dans sa tromperie qu'elle pensait pouvoir me la faire accepter. Elle voulait la permission de garder les 2 vies. La sécurité que je fournissais et l'excitation qu'il fournissait. Et quand je ne la lui ai pas donnée, tout a commencé à s'effondrer. Son âme sœur a disparu. La deuxième vraie responsabilité est apparue et elle vivait sur le canapé de sa sœur, cherchant désespérément des réponses. La médiation arrivait et j'avais des preuves dont elle ignorait l'existence. Elle pensait avoir les cartes en main, mais elle était sur le point de découvrir qu'elle jouait à un jeu qu'elle ne pouvait pas gagner. C'est là que l'embauche de professionnels devient critique. Un expert comptable judiciaire peut découvrir une tromperie financière que la plupart des gens ne trouveraient jamais par eux-mêmes. Le schéma de comportement compte plus devant le tribunal que les incidents individuels, et la documentation l'emporte sur l'émotion à chaque fois dans les procédures judiciaires. La médiation a eu lieu un jeudi matin dans une salle de conférence qui sentait le vieux café et le cirage institutionnel. Sophie est arrivée en ayant l'air d'avoir vraiment fait un effort, coiffée, maquillage parfait, portant une tenue professionnelle que je n'avais jamais vue auparavant et qui provenait probablement de la garde-robe de sa sœur. Elle avait Maître Durand avec elle, l'avocat agressif qui avait envoyé cette lettre de demande délirante, et il avait cette énergie suffisante comme s'il pensait que ce serait de l'argent facile.
Maître Morel était assis à côté de moi avec Valérie de l'autre côté. Et entre nous trois, nous avions 2 boîtes d'archives pleines de documentation. J'ai vu les yeux de Sophie se porter vers ces boîtes et j'ai vu la première fissure dans sa confiance. Juste un tout petit moment d'incertitude avant qu'elle ne le couvre avec ce faux sourire qu'elle utilisait quand elle était nerveuse. Maître Durand a commencé fort, exposant la position de Sophie comme s'il faisait une plaidoirie d'ouverture dans un procès. Il a parlé de ses contributions en tant que femme au foyer, des opportunités de carrière qu'elle avait soi-disant sacrifiées pour soutenir mon travail dangereux, du niveau de vie que je lui avais fourni et qu'elle méritait de conserver. Il a mentionné les besoins médicaux de sa mère, le traumatisme émotionnel de cet abandon soudain, mais revenus substantiellement plus élevés. C'était une bonne performance, très répétée, et si je n'avais pas su ce qu'il y avait dans ces boîtes, j'aurais peut-être même ressenti de la culpabilité. Sophie était assise là, hochant la tête, jouant parfaitement la victime, tamponnant occasionnellement ses yeux avec un mouchoir, même si aucune larme réelle n'apparaissait. Puis Maître Morel a ouvert la première boîte. Il a commencé par la chronologie, parcourant notre mariage année après année, soulignant que Sophie n'avait pas travaillé depuis 12 ans bien qu'elle soit en parfaite santé et capable. Il a montré la documentation de chaque passe-temps qu'elle avait commencé et abandonné, chaque idée d'entreprise ratée que j'avais financée, chaque dépense que j'avais couverte pendant qu'elle poursuivait son voyage sans fin de découverte de soi. Maître Durand a essayé d'interrompre quelques fois, mais le médiateur l'a fait taire, et j'ai regardé le visage de Sophie se tendre de plus en plus alors que Maître Morel détruisait méthodiquement le récit qu'elle avait construit sur le fait d'être une partenaire de soutien. Valérie a pris la relève ensuite, et c'est là que les choses sont devenues vraiment inconfortables. Elle a présenté la première carte de crédit secrète, le solde de 10 000 €, et j'ai vu toute couleur quitter le visage de Sophie. Valérie a passé en revue les frais un par un, hôtel, restaurant et bijoux, surlignant les dates et les montants avec cette précision clinique qui rendait impossible de nier ou de trouver des excuses. Maître Durand a essayé de s'y opposer, qualifiant cela de violation de la vie privée, mais Valérie a calmement expliqué que la carte était liée aux biens matrimoniaux par la déclaration de revenus du ménage et était absolument pertinente pour la procédure. Puis elle a sorti la preuve de la deuxième carte de crédit, celle avec 7 500 € de frais d'il y a 2 ans que Sophie avait remboursé en utilisant de l'argent systématiquement détourné de notre compte joint. Sophie a commencé à pleurer pour de vrai à ce moment-là. Pas le genre mignon, mais le genre désespéré. Et elle m'a regardé comme si j'étais censé la sauver des conséquences de ses propres choix. Je l'ai juste regardé en retour sans rien, pas de colère, pas de sympathie, juste ce vide plat où tous mes sentiments pourraient se trouver auparavant. Maître Durand a demandé une pause et ils se sont réunis dans un coin pendant qu'il expliquait probablement à quel point cela se passait mal. Maître Morel s'est penché et a demandé si je voulais offrir quelque chose, peut-être un compromis pour accélérer les choses et je lui ai dit non. Elle obtient ce que la loi dit qu'elle obtient et rien de plus, ai-je dit calmement. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Lorsque nous nous sommes réunis 15 minutes plus tard, toute l'énergie de Maître Durand avait changé. La suffisance avait disparu, remplacée par ce professionnalisme fatigué d'un avocat qui sait qu'il a perdu mais doit aller jusqu'au bout quand même. Il a fait une contre-offre beaucoup plus modeste. 45 000 € en règlement forfaitaire, pas de pension alimentaire, aucune revendication sur la maison ou la retraite. Maître Morel n'a même pas fait semblant de l'envisager. Il a exposé notre offre. 3 000 € pour les frais de déménagement, signature immédiate des papiers du divorce sans contestation, renonciation complète à toute réclamation sur mes biens et revenus. Sophie a haleté bruyamment et Maître Durand avait l'air de vouloir argumenter. Mais Valérie n'avait pas encore fini. Elle a sorti la dernière pièce à conviction, une chronologie complète qu'elle avait construite montrant au moins 4 relations différentes au cours des 2 dernières années, recoupées avec les frais de carte de crédit, l'activité sur les réseaux sociaux. Et même certains SMS que Sophie avait négligemment envoyés depuis notre téléphone au forfait familial. Valérie a expliqué que ce schéma d'infidélité continue, combiné à la tromperie financière et au fait que la maison était un bien propre acheté avant le mariage, signifiait que dans notre état, Sophie n'avait pratiquement aucun droit légal à quoi que ce soit au-delà de ce que j'offrais. Maître Durand a regardé les documents, a regardé sa cliente, et je l'ai vu s'affaisser sur sa chaise. Il a demandé une autre pause, et cette fois, quand ils se sont concertés, je pouvais le voir lui dire essentiellement que c'était fini et qu'elle devait accepter l'accord. L'accord final correspondait exactement à notre offre. Sophie a obtenu 3 000 € pour les frais de déménagement. Point final. Pas de pension alimentaire, pas de réclamation de propriété, rien d'autre.
Elle a dû signer une décharge complète et accepter de gérer toutes ses propres dettes, y compris ses cartes de crédit secrètes. Le médiateur a rédigé les papiers sur le champ, et j'ai regardé Sophie signer d'une main tremblante, des larmes coulant sur les pages et tachant légèrement l'encre. Maître Durand a remballé ses affaires rapidement, probablement impatient de s'éloigner de ce dossier désastreux. Et Sophie est restée assise là 1 minute après leur départ, fixant le vide. Je me suis levé pour partir, et elle m'a finalement regardé. Marc, a-t-elle dit, la voix brisée. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. Elle a demandé si nous pouvions parler en privé, juste nous deux. Et je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à dire. Maître Morel m'a touché le bras et nous sommes sortis ensemble, la laissant assise dans cette salle de conférence avec tous ses choix et leurs conséquences étalées devant elle. Le divorce a été finalisé 6 semaines plus tard, rapide et propre, car il n'y avait plus rien à contester. J'ai appris par Jérôme, qu'il avait appris de quelqu'un d'autre, que Sophie avait trouvé du travail chez Leclerc et vivait toujours chez sa sœur. Madame Martin avait été transférée dans un établissement départemental, un de ces endroits où le personnel est surmené et sous-payé, et où les résidents restent assis devant la télévision toute la journée. Bastien avait apparemment complètement disparu, ainsi que tous les autres hommes qu'elle voyait, car il s'avère que les liens spirituels ne survivent pas très bien à la réalité. J'ai changé les serrures de la maison, non pas parce que je pensais qu'elle tenterait quoi que ce soit, mais parce que cela semblait symbolique, comme fermer une porte qui aurait dû être fermée il y a des années. Un samedi après-midi, environ 2 mois après que tout a été finalisé, j'étais dans le garage en train de ranger des outils quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. C'était Sophie, paraissant plus petite d'une certaine manière, fatiguée d'une façon que le maquillage ne pouvait plus cacher. Elle a demandé si elle pouvait entrer et je suis sorti à la place, fermant fermement la porte derrière moi. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi, qu'elle avait commis de terribles erreurs, que peut-être nous pourrions réessayer et arranger les choses. Je suis différente maintenant, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton implorant que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Je comprends ce que j'avais, ce que j'ai jeté. Je l'ai juste regardé un long moment. Vraiment regardé, et puis je lui ai dit la vérité qu'elle avait besoin d'entendre. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait, ai-je dit calmement. Tu es désolé que ça ne se soit pas passé comme tu le voulais. Elle a essayé d'argumenter, a commencé à expliquer, mais j'ai levé la main et lui ai dit qu'il était temps pour elle de partir. Elle est restée là 1 minute de plus comme si elle attendait que je change d'avis. Et quand je ne l'ai pas fait, elle est finalement retournée à sa voiture déglinguée et est partie. Je suis rentré à l'intérieur et la maison était calme. Vraiment calme. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas vide. Je me suis fait à dîner, j'ai regardé un match à la télé, je me suis couché tôt parce que j'avais un quart de travail tôt le lendemain matin. Ma vie semblait presque exactement la même de l'extérieur. Même travail, même maison, même routine de base. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Je ne portais plus le poids de personne d'autre. Je ne finançais plus les fantasmes de personne d'autre, je ne payais plus pour les erreurs de personne d'autre et je ne faisais plus semblant de ne pas remarquer les signes. Je les avais absolument remarqués. Elle avait couru après ce qu'elle pensait être une connexion plus profonde, une âme sœur, quelque chose de plus réel que ce que nous avions, et elle avait tout perdu dans le processus. J'avais perdu une femme, mais j'avais enfin trouvé quelque chose que j'avais oublié qu'il me manquait depuis 15 ans, moi-même, et la paix qui vient quand on n'est pas considéré comme acquis. La plus grande leçon de cette histoire est de comprendre la différence entre réagir émotionnellement et répondre stratégiquement. L'indépendance financière, une documentation appropriée et une aide juridique professionnelle font toute la différence lorsqu'une relation prend fin. Plus important encore, quelqu'un qui vous apprécie vraiment ne confondra pas votre gentillesse avec de la faiblesse ou votre soutien avec une tolérance illimitée du manque de respect. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies.